Monsieur, madame, bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Comme vous savez, toutes les semaines, dans cette émission, on parle de toutes sortes de choses. Politiques, culturelles, économiques, environnement. On parle effectivement de télévision, de patrimoine, on parle de nos régions, on parle de toutes sortes de sujets. Et la preuve, ce matin, vous allez le voir avec mes invités, on fait le tour de passablement de sujets fort variés et intéressants qui, je l'espère, sauront vous intéresser. Alors, d'entrée de jeu, je reçois ce matin Mathieu Tremblay du SANA. Bonjour Herman. Bonjour, on va parler de quoi, Mathieu? Comité d'accueil de nouveaux arrivants. Comité d'accueil des nouveaux arrivants. On parle de gens qui viennent de l'extérieur, effectivement, Absolument. de la région. Super! On reçoit également notre ami Guillaume Comtel. Bonjour. Bonjour. On parle de quoi, mon cher ami? On va parler de la deuxième saison de Cabane à sucre au domaine Allégorie. Deuxième saison, cabane. Oh, le printemps déjà, les petits oiseaux, les érables qui coulent. Et Isabelle Tremblay, bonjour. Bonjour. On va parler de quoi, Isabelle? Aujourd'hui, on parle des matières organiques, donc le bac brun. Le bac brun, le fameux bac brun. Il y a Oui. le bac bleu, il y a le bac brun, puis il y a le bac vert. C'est ça. Donc, on focus un peu plus sur le bac brun. Oui. Alors, comme vous pouvez voir, des sujets fort intéressants. Restez à l'écoute parce que cette émission commence dans quelques instants. Alors, d'entrée de jeu, ça se passe chez vous, Mathieu Tremblay, du SANA. Bonjour Herman. Qu'est-ce que le SANA? En Service partant? accueil nouveaux arrivants de Charlevoix. Service accueil nouveaux arrivants Charlevoix. OK. Donc, on s'adresse à une clientèle particulière. Absolument. Écoute, j'ai amené avec moi la définition de c'est quoi un nouvel arrivant. Ouais? Nous, là, la manière qu'on l'a défini au SANA, C'est tous des étranges en partant, là? ben, on peut le voir comme ça, si on veut. C'est toute personne qui a un projet viable de s'installer dans Charlevoix, peu importe son âge, son origine ou son statut. Quand on parle de nouvel arrivant, c'est pas nécessairement de l'immigration. C'est un peu de nouvel arrivant de tout acabit. C'est des gens qui arrivent du Saguenay, de Québec, de Montréal, de l'Abitibi. Pour nous, c'est un nouvel arrivant. OK. Mais quand tu dis projet viable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a. Parce que souvent, des gens ils vont nous communiquer avec nous en disant moi, je suis intéressé par Charlevoix, mais est-ce que la démarche est pas crédible, mais est-ce qu'il y a des gens où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche? C'est ça la question. Est-ce que c'est une bulle qui a passé? Il y a eu une annonce à la télé puis une bulle qui a passé. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Là, on discute avec eux, on est capable de voir, mais est-ce que tu comprends c'est quoi la vie en région? Parce que, exemple, dis-moi, je veux rester près de ma famille qui est à Montréal. Oui, mais là, c'est 4h30 de Montréal. Parce que Charlevoix, c'est la ça quotidiennement, il va passer sa vie dans l'automobile. Ben, exactement. Donc, le problème, c'est qu'exemple, si cette personne déménage quand même, ben, elle va rester pas longtemps avec nous. Ouais. Elle va requitter à ce moment-là. Donc, c'est pas nécessairement des migrations qui sont à long terme. Nous, on essaie de travailler beaucoup à long terme. Là. Donc, c'est pour ça d'où le projet viable, là, c'est de là que ça vient. OK. Le SANA, c'est tout récent aussi. Oui. En fait, ça fait longtemps que les services de main-d'œuvre l'appui font de l'immigration. Il y a Patrick qui est là depuis une vingtaine d'années, je crois. Mais la formule, vraiment, le guichet unique SANA accueil nouveaux arrivants, ça fait 1 an. Depuis janvier 2019, là, c'est... Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé suite à Vise Charlevoix et compagnie? Dans la même mouvance. Dans la même mouvance? Dans le fond, il y avait déjà Place aux Jeunes qui était là, qui faisait attraction de l'accueil. Il y avait Patrick qui faisait de l'immigration. Puis là, avec le SANA, donc c'est comme venu officialiser le tout. C'est vraiment une entité indépendante maintenant au sein des services de main-d'œuvre l'appui. Puis Vie Charlevoix, c'est un partenaire. Vie Charlevoix, on travaille beaucoup en attractivité. Donc, on nous réfère des gens. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Parce que vos bureaux, est-ce que je sache, sont à place des jeunes, aux jeunes, là? Exactement. Dans le fond, c'est que Place aux Jeunes. Aide-moi à me démêler dans tout Parfait. ça. La corporation de services main-d'œuvre l'appui, elle comprend 4 divisions. Donc, il y a la division circonstances, qu'on connaît, qui font les chandelles. Il y a la division Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a la division services de main-d'œuvre spécialisés. Donc, pour les gens qui ont besoin, là, il y a des besoins particuliers en ressources humaines. Et les travailleurs, je veux dire. Et il y a le SANA, donc le service d'accueil nouveaux arrivants, dans lequel est inclus Place aux Jeunes. Donc, toute la clientèle 18-35 ans. Alors, Place aux Jeunes fait partie du SANA. Absolument. Et non pas l'inverse. Absolument. Il semble qu'on connaissait plus Place aux Jeunes que le SANA. Bien, c'est parce que Place aux Jeunes donne des services la clientèle ciblée, c'est les jeunes diplômés de 18-35 ans. Tandis que le SANA va être beaucoup plus global. Donc, nous, c'est vraiment tous nouveaux arrivants. Donc, les gens qui ont 18-35 ans on va dire dans la case Place aux Jeunes, tout simplement. Donc, c'est une formule un peu administrative, mais on offre tout de même des services là,
à tout le monde. Guillaume, tu es un nouvel arrivant dans la région depuis 2017, à ce que je sache? Exactement, c'est OK. ça. Et quand même, c'est suite à un projet qui se travaillait depuis un petit bout de temps avant. Est-ce que tu as eu, toi, référence avec le SANA ou Place aux Jeunes ou toute l'organisation? Malheureusement, non. On est arrivé par un autre cheminement, là, dans le fond. C'est essentiellement avec les agents de développement à Petite-Rivière-Saint-François puis les agents de la MRC de Charlevoix, là, le contact qu'on a eu avec eux OK. Puis initialement. ces gens-là ne vous ont jamais en soi référé pour vous intégrer plus facilement ou faciliter votre arrivée avec Mais ces on n'était pas dans un contexte nécessairement où on cherchait un endroit où... Oui, mais en fait, c'était plus le projet qui nous a amenés directement ici. Fait qu'initialement, là, il y avait déjà une démarche entreprise. Là. On n'était pas dans en recherche de lieu. OK. C'était vraiment par rapport au projet. Là. Mais à sa défense, le SANA n'était pas encore en fonction à ce moment-là. Bon. Donc, je te pardonne. mais ça vient justifier aussi le pourquoi on veut mettre des comités d'accueil en place, donc des CANA, des comités d'accueil de nouveaux arrivants dans chaque municipalité de Charlevoix. Donc, il y a 13 municipalités, donc nous, on va avoir 13 comités d'accueil qui vont dépendre, exemple, nous, ce qu'on veut faire dans notre plan de match. On veut rencontrer les conseillers municipaux pour demander d'avoir un conseiller qui s'occupe du dossier nouveaux arrivants, qui va être un peu le leader, si on veut, du comité, ou que ce soit des soins qui soient le comité, parce que l'accueil, la rétention, c'est pas juste le SANA, c'est vraiment, c'est la communauté. Okay. C'est politique, c'est la communauté, parce que la rétention, c'est important aussi. Nous, on peut faire une partie, mais puis on ne délaisse pas la responsabilité non plus. C'est que le SANA va être là en appui, il va être là en appui, il va donner de l'information, des formations pour les CANA. Puis ce qu'on demande, c'est pas nécessairement ça n'a pas une grosse organisation. C'est, par exemple, les gens vont en cabane à sucre. Est-ce qu'on peut inviter un nouvel arrivant? On sait qu'un nouvel arrivant, on l'invite avec nous. Ça peut être d'aller... l'aider à s'intégrer par rapport à des activités. Exemple, quelqu'un à Saint-Urbain, il y a des grands rendez-vous cyclistes qui... Ouais. Ben, il pourrait être bénévole. Donc là, ça devient un élément de socialisation. Donc, c'est juste des fois de prendre le petit réflexe. C'est pas des fois, c'est pas grand-chose. On écoute la partie de hockey. Bon, on invite le nouvel arrivant à venir l'écouter avec nous. C'est des petits détails de... En fait, c'est une intégration. Exactement, mais qui font toute la différence. Oui. Mais qui font vraiment toute la différence. Parce qu'en même temps, il y a des liens qui se créent. Absolument, puis on vient briser l'isolement. Parce que, veut pas, souvent les gens vont arriver ici, même si la personne ne parle pas nécessairement français à 100% encore, fonctionnelle, ben si elle s'isole dans son appartement et qu'elle ne sort pas, c'est vraiment un frein vraiment chez à toi, la là, rétention. tu t'isoles par le fait même. Absolument, absolument. Puis on a besoin de nouveaux arrivants aussi, Oui. ne serait-ce que pour économie, main-d'œuvre, on en a besoin, donc on veut que ce soit un échange. On ne veut pas que ce soit seulement nous qui le donnons aux gens, on veut que les gens aussi redonnent en même temps les nouveaux arrivants. Tu sais, je parlais d'activité cabane à sucre, bien, ça, c'est une activité typiquement québécoise traditionnelle, mais si, exemple, il y a des Latinos, est-ce qu'on pourrait avoir une soirée latino? Qu'eux autres aussi se trouvent à s'impliquer et à nous faire découvrir leur culture. Absolument. Est-ce qu'on pourrait avoir un souper syrien? Tu sais, c'est des petits gestes comme ça. On a fait un quiz interculturel l'autre jour, qui est le 29 janvier. Qui est pas le quiz gouvernemental pour les intégrer. Non, c'est pas le test des valeurs. Non. Et c'était même pas une pratique non plus, ça. Comment? C'était un quiz qui était très Charlevoix. On voulait que les gens s'assoient en forme des équipes, se discutent ensemble, interagissent. C'est ce qu'ils ont fait. C'était un beau succès. On va en faire d'autres, mais là, on va changer les sujets. Est-ce que ça va être encore culture charlevoisienne? Je ne penserais pas. Est-ce que ça va être international? C'est peut-être plus... asiatique, ça peut être plus États-Unis. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on veut chercher. Là. Okay. La variété dans nos activités. Est-ce que les gens s'installent davantage naturellement à Baie-Saint-Paul ou il y en a autant dans les autres municipalités de la MRC? Ou de tout Charlevoix? Bien, c'est sûr que les nouveaux arrivants qui arrivent ici, qui n'ont pas de voiture, c'est souvent on va s'installer à Baie-Saint-Paul parce que c'est plus facile. Ouais. Les employeurs sont à Baie-Saint-Paul, ne serait-ce que le CIUS, par exemple, à l'hôpital, qui embauche beaucoup d'infirmiers préposés bénéficiaires. Donc, à court terme, oui, les gens vont beaucoup s'installer à Baie-Saint-Paul, mais il y en a qui vont migrer, on va dire, vers les municipalités avoisinantes quand ils vont découvrir plus de territoire, quand ils vont racheter une voiture. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est plus facile de s'installer à Baie-Saint-Paul. Puis aussi une question de disponibilité de logement aussi. Ouais. Donc, évidemment, il y a plus de logements disponibles à Baie-Saint-Paul qu'il peut en avoir au moins, on les accueille, on les intègre, puis une fois sur place, puis qui se mélangent effectivement à la communauté, bien là, ils peuvent voir un peu les autres endroits. Absolument. Puis notre meilleur atout, c'est quand ils rencontrent un amoureux, une amoureuse ici, donc quelqu'un de Charles. Donc ça, c'est nos meilleurs atouts pour la rétention. Donc, y a-t-il un département rencontre dans votre département? Speed dating. Exactement. J'en suis le meilleur exemple. J'ai du Saguenay, j'ai rencontré une fille de Baie-Saint-Paul.
Puis je suis Ah, ici toi, tu as maintenant. inversé le dicton qui dit qui prend mari prend pays, mais c'est l'inverse. Moi, c'est qui prend femme, prend pays. Bon, parle-moi de ça. Regarde, après ça, les femmes disent qu'on n'a pas de pouvoir. non. Instant. On ferme la parenthèse. Effectivement. Quand on parlait de partage de culture, effectivement, c'est dans le cadre des différents organismes. Mais là, puis que là, je t'écoute de plus en plus, c'est pas exclusivement les migrants, comme on a accueilli des familles ici qui venaient de l'extérieur. Pas du tout. Par exemple, ça peut être des gens qui arrivent, qui partent de Montréal, qui veulent revenir en région parce que leur retour en région est beaucoup plus intéressant aussi. De plus en plus, ça devient à la mode, ne serait-ce que pour la qualité de vie, la qualité de l'environnement. Ces personnes-là, majoritairement, c'est principalement des retraités? Pas avec place aux jeunes. Bon, OK. Oui, il y en a des retraités qui veulent revenir, des gens qui veulent travailler à temps partiel. Oui, il y en a. Mais il y en a beaucoup aussi de la classe population, on va dire active, des jeunes aussi. Donc, on a vraiment une grande variété là, de gens qui veulent revenir en région ou qui veulent venir en région. Moi, j'ai un exemple, c'est une jeune famille qui habitait à Laval. Puis on habitait à Laval dans un bloc appartement, il y avait des jeux en bas pour les enfants. Puis il n'y avait pas accès parce que c'était pour les enfants du propriétaire. Fait qu'il y avait 2 enfants dans l'appartement qui n'avaient pas accès aux jeux, tandis qu'ils sont déménagés ici à Baie-Saint-Paul. Et à tous les jours, les enfants vont faire un tour à la ferme. Donc, tu sais, il y a vraiment une différence. Là, ça, c'est un exemple que j'aime donner parce qu'on voit vraiment une amélioration de la qualité de vie à ce moment-là. Tout se passe là. Effectivement. Vous les accueillez, mais vous faites aussi du démarchage pour essayer de dire, bien, on est là, on existe. Si vous pensez venir dans la région, passez par nous, quoi. Oui, absolument. Comme par exemple, la première semaine de février, c'était la semaine des régions, organisée par Place aux Jeunes, donc c'est national. Il y a eu des activités qui étaient à Québec, à Montréal, que ce soit des tournées de classe, des kiosques. Il y a eu le Salon des régions à Montréal aussi, auquel on a participé. Donc on était là, on était présents toute la semaine. On a récupéré des gens qui avaient un intérêt pour la région, qu'on va inviter à faire un séjour exploratoire. Donc, ça, ils viennent ici pour une fin de semaine ou quelques jours. On leur présente la région comme un milieu de vie. On leur fait rencontrer des futurs employeurs aussi. Donc, on travaille vraiment à préparer une arrivée future. Là, s'ils viennent ici exploratoirement parlant, est-ce qu'ils sont hébergés à quelque part? On prend un exemple. Cet automne, le 8-9 novembre dernier, on a eu un séjour. Il y avait 9 personnes qui ont participé, dans le fond, au séjour et qui ont logé de mémoire, on avait loué un chalet. De mémoire qui ont logé dans le chalet. Donc, c'était le jeudi, vendredi, samedi. On a passé du temps avec eux. On les a amenés. C'était le Carnaville qui était à la Malbaie. Donc, on a fait participer au Carnaville. On s'est promené. On a vu, on a mangé. On était dans les restaurants, mais pas nécessairement tout ce qui est touristique. C'est vraiment le présenté comme un milieu de vie. C'est-à-dire, écoutez, vous pouvez partir de chez vous, d'aller au quai de manger la poutine du coin, c'est très local. Exactement. Vous pouvez aller au quai de pas le McDo, entre guillemets. Exactement. C'est d'aller découvrir les produits locaux aussi, qui ont une spécificité. Cette partie d'aller au quai de Baie-Saint-Paul et de dire, écoutez, en moins de 5 de chez vous, voici qu'est-ce que vous avez comme terrain de jeu pour faire de la raquette, pour prendre l'air. Donc, c'est accessible, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait. Puis sur ces 9 personnes qui ont participé, il y en a 7 qui ont déménagé dans Charlevoix. Oh! Donc, non, fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment... Je prends la balle au bon. Là. On va voir l'an prochain une migration positive dans les statistiques de Charlevoix. On aimerait ça! On aimerait ça. Le défi est grand. Mais on travaille très fort pour amoindrir cet écart-là. Puis on le voit aussi que l'importance que ça a pris, entre autres avec Vie et Charlevoix, la stratégie d'activité est venue nous lancer un message comme quoi, oui, là, c'est important à la région, c'est de donner un visage commun pour sortir puis avoir une image commune. Je regarde la tendance mondiale, l'attractivité des centres urbains est très forte. Peut-être parce que c'est les salaires qui sont supérieurs ou suite à tes études, des emplois spécialisés se retrouvent davantage en ville. Là, on travaille, nous, un peu à contre-courant pour faire sortir ces gens-là du milieu urbain puis s'en venir en région. Le défi est grand. Absolument. Puis on n'est pas les seuls là-dedans. Il y a aussi, à Montréal, il y a des organismes qui travaillent à renvoyer les gens en région. Donc, c'est comme exemple le premier, Objectif Québec, c'est des organismes en milieu urbain qui travaillent, qui nous envoient des candidatures que nous, on peut référer aux employeurs en disant, écoutez, on a reçu telle candidature, est-ce que s'il y a un intérêt, oui, on peut faire les liens avec eux. Donc, on n'est pas les seuls. La tendance est lourde, mais lentement, mais sûrement, on continue à travailler. Puis, c'est pour ça qu'on veut sensibiliser le plus de gens possible aussi à la cause des canas. C'est un exemple de dire, écoutez, c'est pas juste nous, c'est toute la population, c'est tout le monde ensemble qu'on va affronter ce défi-là. Est-ce que les gouvernements nous appuient pas mal là-dedans? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à dire c'est beau que le monde quitte les régions pour s'en aller en ville, mais de fait, c'est pas tout le monde qui est heureux en ville. Il y en a qui ont comme pas le choix, ils se sont fait une raison, mais s'il y avait la chance de dire on fly,
On s'en va en région. De fil en aiguille, est-ce qu'il y a des organismes qui pourraient me faciliter la vie en ville pour dire je m'en vais vers l'extérieur? Bien, effectivement, puis on l'a vu que le gouvernement a cette sensibilité-là, je crois. Entre autres, le programme Place aux jeunes a été bonifié. Le financement qu'on reçoit année après année du secrétaire à la jeunesse a été bonifié pour une période de 3 ans. Il y a un nouveau Place aux jeunes, même sur la côte de Beaupré, qui a été créé. Donc, puis ici, petite parenthèse, dans Charlevoix, c'est le premier Place aux jeunes. Ça fait 30 ans, puis Charlevoix était un des premiers en région de test. Dans la région ou au Québec? Au Québec. Au Québec. Charlevoix est de la première mouture des Places aux jeunes. On a beaucoup de premières Absolument. moutures dans Charlevoix. Absolument. Environnemental, on est très fort, ça je le sais. Alors, puis on s'en sert beaucoup pour dire qu'on est innovateur aussi. Donc les gens, ce qu'on mentionne souvent, c'est que si les gens ont des initiatives, ils vont trouver des appuis politiques, des appuis qui ont de la communauté assez facilement. Je pense que tu peux en témoigner. Si je peux me permettre, moi, ça là-dessus, je pense que Charlevoix a beaucoup à offrir à ce niveau-là. C'est une des raisons pour laquelle nous, on a choisi de s'établir ici, parce qu'initialement, on ne savait pas où on allait implanter le projet. Puis quand on a été approché par l'agent de développement local, après, on a été en contact avec différents intervenants, dont les intervenants aussi du SDLE à la MRC. Puis tu sens ce support-là, cette ouverture-là à l'implantation de projet, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout. En tout cas, pas autant avec cette ouverture-là puis cette volonté sincère-là. Fait que Charlevoix a beaucoup à offrir, là. Puis il y a déjà beaucoup d'infrastructures en place pour permettre la création de l'innovation dans des projets. Fait que c'est pas pour rien que je pense que cette tendance-là qui se dessine dans toutes les régions est quand même pas si dramatique pour l'instant dans Charlevoix. Puis je suis certain que dans le futur, la tendance va se réinverser. Là. OK. Alors, on est accueillant. Absolument. Il y a des organismes qui viennent effectivement vous aider à venir vous installer. Alors, c'est comme ça qu'on va inverser les tendances. Il faut. Absolument. Il faut. On va travailler fort. Alors, je sais pas. Faut pas. Mathieu Tremblay, merci beaucoup. Merci, Herman. Petite pause, on vous revient dans quelques instants. Cette fois-ci, avec Isabelle Tremblay, on parle environnement, bien sûr. Restez à l'écoute. Isabelle Tremblay, comment ça va? Ça va bien. On parle effectivement de collecte en matière organique parce que toi, tu es la coordonnatrice en environnement à la MRC. Oui, c'est ça. Ça fait combien d'années tu es là? 16, 17 ans? Ouais. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait aussi longtemps que ça qu'on parle d'environnement à Baie-Saint-Paul? Oui. Ah ouais? Bon, donc quand on disait qu'on innovait à un moment donné au Québec, je pense que Baie-Saint-Paul a une belle étiquette là-dessus par rapport à toute la préoccupation de dire notre environnement, c'est important. On va essayer de diminuer les gaz à effet de serre et tout ce qui en est. Alors, donc, collecte de matière organique, bac brun principalement, parce qu'il y a le bleu, il y a le vert, puis il y a le brun. C'est ça. Là, on est dans le brun. Qui dit matière organique dit récupération dans le but de... Faire du compost. Faire du compost. OK. Là, on vient de changer les horaires depuis début janvier 2020. Là. Oui, on a Est-ce que tout le monde est mêlé? Ça commence à s'améliorer. Il y a encore quelques personnes qui sont mêlées, mais tranquillement, pas vite, ça commence à suivre son horaire. Là. Parce que là, c'est ça, on a 3 bacs à tenir compte. Oui. Puis l'un des objectifs dans tout ça, c'est d'en arriver à 0 déchet. Oui, c'est ça. Puis là, les déchets, en principe, c'était le bac vert. Oui. Alors, c'est ce qu'on jetait, puis on jetait. Puis avant, on jetait tout ce qui était normalement qui allait dans le bac brun. Oui. Puis tout ce qui s'en allait aussi dans le bac bleu. Oui, au départ, on avait juste un bac. Puis même, des fois, on passait, au tout début, quand je suis arrivée, l'été, on passait 2 fois par semaine. Oh! Vider le bac vert. Ramasser le bac les déchets, vert. Les déchets. On avait des déchets. Oui, hein? Est-ce qu'on a moins de déchets aujourd'hui? Est-ce qu'on fait plus attention? Est-ce qu'on récupère plus? Est-ce qu'on donne une deuxième vie à tout ça? Ou bien non? Non. Pour l'instant, ça va bien parce qu'à chaque année, là, nos tonnages de déchets diminuent. Puis, tu sais, le recyclage, ça augmente un peu. Puis, le compost, ça a augmenté beaucoup là, en 2019. Ça a vraiment fait du bien. Là, Parce que ce qu'on récupère, on le redistribue. Au niveau du compost? Oui. Bien, on en redistribue une partie. Une partie. On en a 2 balance, voyages. On en fait quoi? Bien, dans le fond, c'est l'entreprise de compostage qui le garde. Qui le garde. Donc, nous, on paye pour faire traiter les matières compostage-là. Et lui, ils ont une pépinière Charlevoix, dans le fond, Compost Pro. OK. Donc, il réutilise une partie du pour compost leurs propres besoins, pour sa comme production végétale. OK. Il en vend en vrac aussi. Donc, si les gens veulent avoir un trailer de compost, ils peuvent en acheter à cet endroit-là aussi. OK. Mais nous, on en redonne, mais tu sais, en petite quantité aux citoyens. C'est une chaudière ou 2. Tu arrives avec ton contenant. Mais là, si j'ai une belle plate-bande autour de la maison, je fais pas ma plate-bande avec une chaudière. Non, c'est sûr. C'est le fun, j'ai du compost, j'ai participé, mais j'en ai pas... Bien, il faut aller s'en procurer là, directement chez Pépinière Charlevoix à ce moment-là, là, si on veut le compost qu'on produit ici, OK. là, si on en veut plus. Bon, OK, le message est passé. Je pense que ça serait le fun d'augmenter... le côté éditorial est fait.
Qui dit bac brun, donc on dit récupération. Qu'est-ce qu'on récupère au juste? Parce que le monde, comme je dis, là, à un moment donné, on mettait tout dans le bac vert. Là, aujourd'hui, c'est spécialisé. Le bac brun sert à différentes choses particulièrement. On va juste faire une différence. Bac brun, c'est valorisation. Parce que récupération, ça va mêler les gens. Okay. Récupération, c'est bac bleu, recyclage. C'est bon. Fait que bac brun, valorisation. Donc, on valorise nos matières organiques et on produit du compost. Okay. Donc, au niveau du changement, je voulais juste en parler, on a 41 collectes là, en 2020. Avant ça, on en avait... en tout cas, on en a 7 de plus. 7 de plus au total? Oui. Donc, avant ça, on était aux 15 jours l'hiver. L'été, c'était plus rapide, puis même c'est non, on était au mois l'hiver. Oui, on était une fois par mois l'hiver et aux semaines de mai à fin octobre. OK. Donc là, maintenant, on est aux semaines de début mai à fin novembre. On a rajouté tout le mois de novembre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de feuilles mortes. Les gens ramassent toutes leurs plates-bandes, leur jardin. Puis les automnes se prolongent, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, on a rajouté un gros mois là, de collecte à toutes les semaines. Puis l'hiver, on passe aux 15 jours. OK. Dans le fond, ces changements-là, c'est aussi parce qu'on ajoute les commerces. Tout ce qui est ICI, industrie, commerce, institution. C'est ici que ça se passe, industrie, commerce et institution. Oui, c'est ça. Donc, à partir de mai de cette année, ils vont recevoir leur bac brun. Donc, j'ai une commande de bac brun. Le bac brun, là, ça appartient à la MRC. Oui. Dans le fond, nous, on les prête aux citoyens. Donc, il est relié, le numéro de série sur le bac est relié à l'adresse où il est livré. Donc, pour les commerces... Quand on est 3-4 à mettre notre bac au même endroit, là, on le voit, le numéro, là, ça, c'est le mien. Oui, c'est ça. J'ai pas à mettre, je sais pas moi, un petit ruban rouge, un petit ruban jaune, un petit ruban haute là, qui dit ça, c'est le mien, ça, c'est le tien. Ouais, on peut pas juste ramasser le plus propre de la gang, on peut pas... C'est sûr que normalement, on le met en avant de la maison où on habite. C'est sûr que s'il faut l'amener en bordure de rue, puis qu'il y a plusieurs maisons... Chez moi, on a un rond-point, puis le camion en question ne peut pas faire le tour du rond-point. Donc, il s'avance, puis il prend un à la suite des autres. Il faut essayer de vérifier lequel est le sien. C'est sûr que c'est pas dramatique si c'est la maison d'à côté qui a le tien. Ouais. Mais on essaie de le laisser là, au bon endroit. Si tu vends ta maison, tu déménages, le bac, il va rester là. C'est ça. Donc, à la nouvelle adresse... De vente. Vous avez un beau bac brun fourni avec la maison. Et pourquoi pas? Mais c'est ça. S'ils brisent, vous nous appelez, on va les faire réparer, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est de votre faute, si vous le brisez intentionnellement en mettant des cendres chaudes, ils fondent. Ouais. Ils peuvent prendre en feu, c'est du plastique, c'est du mais plastique. Ça peut fondre. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que nous, on va vous charger un montant là, pour remplacer le bac parce que vous n'avez pas fait attention au bac. Alors, donc, au total, on a augmenté la quantité de cueillettes. Oui. Par combien tu disais, grosso modo? On a rajouté 7 collectes. Donc là, on est à 41 collectes par année pour les matières organiques. En ajoutant cette collecte-là, on a diminué sur d'autres? Oui, on a diminué la collecte des déchets. Donc, les déchets, on a 18 collectes au lieu de 26. OK. Donc c'est ça aux 3 incite semaines. davantage les gens à partager mais ce qui... ça fonctionne, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui nous appellent, des nouvelles résidences qui, nous, on ne le sait pas tout le temps qu'il y a une nouvelle maison qui s'est construite à Petite-Rivière. Donc, on ne les livre pas automatiquement, les bacs bruns, quand on n'est pas au courant qu'il y a une nouvelle personne. Donc, là, les gens nous appellent, bien là, moi, j'en ai jamais eu de bac brun. Fait que, on va leur emporter un, il n'y a aucun problème, là. Fait que depuis janvier, ça paraît beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Là. Puis le bac vert, je suis rendu, le camion passe parce que c'est la journée de la collecte. Des fois, je le regarde. Je le mets-tu au chemin? Il me semble que... Oui, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est ça. Donc, au niveau résidentiel, quand tu fais vraiment ton tri adéquatement, normalement, il ne reste pas tant de déchets que ça. Là. Je peux vous donner un exemple d'une résidence pour personnes âgées qui a 10 personnes âgées, là, plus les employés. Là? Oui, une résidence privée pour personnes âgées. Qui a 10 pensionnaires, plus les employés. Ils ont 2 bacs verts, 2 bacs bleus, puis 2 bacs bruns. OK. Puis les bacs verts, aux 3 semaines, ça fonctionne. Bon. Puis ils sont 10. Oui. Je me questionnais, est-ce que les entreprises vont bénéficier d'un seul bac brun, justement? Bien, s'ils en veulent plus, il n'y a aucun problème. Là. Il y a moyen de s'en procurer Oui, ils nous appellent, puis nous, on leur en livre. Dans nos commandes, disons, au IGA, on en a prévu peut-être une dizaine. Là, je prends un exemple à Coop. Vous avez l'aspect auberge, puis vous avez l'aspect café. Oui, absolument. Puis même une cabane à sucre. Oui, on composte déjà, là, on le fait, mais c'est ça, il y a peut-être une demande un peu plus grande. Là. Mais il y a une partie de notre compost qu'on fait du compost uniquement végétal. Là, sur oui, place. pour le compostage domestique. Pour vos propres besoins?
Qu'on réutilise dans le jardin, tout ça, mais fait qu'on n'intègre pas tout, puis le reste va dans le compost industriel. De là, peut-être le besoin d'avoir plus de bacs. Oui, absolument ça. Ça suffit pas, parce que une des plus grandes parties, finalement, qui se retrouve dans les bacs, c'est les matières résiduelles. Bien, effectivement. Ben oui. C'est tout ce qui est papier à main, Kleenex, il va aussi, là. Fait que si vous Juste faites le pour tri... guider les gens, là, tout ce qui se mange, en réalité. Donc, ça, c'est les matières organiques. On parle de fruits, légumes, céréales, pâtes alimentaires, le riz, des restes de table, effectivement, d'une façon générale. Les coquilles d'œufs. Oui. L'œuf aussi, là, en tant que tel. L'œuf aussi, ben oui. Vous ne mangez pas au complet, il va aussi. Oui, effectivement, il peut passer date, lui aussi. Les desserts, les sucreries, les cafés moulus, les aliments périmés, sauf ce qui est liquide. Oui, c'est ça. Vous avez une soupe, bien, ce qu'il y a dans la soupe peut y aller, vous écoulez le jus. Ouais. Vous pouvez mettre les légumes, la soupe et tout ça, mais le liquide en tant que tel, il ne va pas. Vous avez un reste de lait caillé, bien le lait, vous le mettez dans le lavabo. Le caillé, il n'est plus liquide. Oui, en tout cas. Il peut être encore un peu liquide. Des fois, il sent mauvais, puis il goûte mauvais, puis il n'est pas encore en grumeau. Donc ça ne va pas non plus. Il est passé date, c'est le cas de... Ouais, c'est ça. Si c'est du fromage... Ça reste pas bon signe, là. C'est ça. Donc, c'est ça. Tout ce qui est liquide, il ne va pas dans le bac brun, OK. mais le reste qui se mange va dans le bac brun. Mais on peut mettre aussi du papier. Donc, c'est Oui. pas exclusivement les matières organiques. Ben, Papier et carton. Papier, carton, c'est des matières qui se décomposent aussi, qui font du compost. Donc, papier, carton souillé, une boîte de pizza. Souillé. Oui, OK. souillé par des aliments. Là, par Donc, quelque au chose lieu de qui le se mange. placer dans le bac bleu, Oui, parce qu'on dit qu'il de est ne pas les souillé, mettre. Oui, c'est le bac brun. c'est ça. Donc, vous avez des serviettes, des napkins de table, vous essuyez la bouche, et ça. Oui. Donc, vous le mettez dans le bac brun. Vos Kleenex, vous mouchez, vous avez le rhume, ça va tout dans le bac brun. Comme je disais, une boîte de pizza souillée. Vous pouvez même, si vous voulez, mettre une boîte de carton dans le fond de votre bac brun. Oui. Comme ça va aider les matières à ne pas coller dans le fond du bac aussi. Oui, parce que gel, dégel, des fois, si c'est trop... Pas liquide, mais quand même proche. Ouais, ben, humide, c'est humide, humide, c'est le veux terme pas, que je cherchais. Merci, Mathieu. Dans le contexte actuel, si ça gèle, bien là, ça reste dans le fond. Le camion passe, vide le fameux bac, il revient, il est plein. Il est-tu passé ou il est-tu pas passé? Là, Oui, donc... mais effectivement, ça gèle. C'est ça. Fait que, Et tu sais, ça une boîte vient- de carton vient absorber un peut peu aider. l'aspect Puis, tu liquide. sais, mettre vraiment du papier journal aussi dans le fond de son bac Ouais. avant de mettre nos matières OK. va aider aussi. Alors, donc, tout ce qui est papier et carton, c'est super. Les résidus de jardin, de jardinage. Oui. Dans le fond, vous avez un jardin, vous faites vous Automne, enlevez les mauvaises herbes. les mauvaises Oui. herbes, Donc, le si surplus vous- de gazon. Oui, si vous le laissez pas sur place, c'est sûr que nous, on préfère l'herbicyclage. Donc, Ouais. tu le laisses là, ça va se dégrader puis ça va faire de l'engrais. Mais si vous voulez absolument ramasser votre gazon, vous le mettez dans le bac brun. Quand vous fermez votre jardin à l'automne ou même les feuilles mortes. Même des petites branches aussi, là. Oui, petites. On peut les petites tailler avec un branches. sécateur, là, des petites branches, puis à partir de là, pas plus grosse qu'un pouce. Oui, c'est ça. Donc, on peut les mettre. Pourquoi les ramasser? C'est de l'engrais naturel. Oui. Pourquoi les ramasser? Je Non, comprends c'est pas. sûr Quand je vois que- des piles de sacs de poubelle remplis de feuilles mortes, je comprends Oui, pas. on peut les tendre, les laisser là, C'est ils vont se ça, décomposer c'est- quand même, là, mais il y a des gens qui veulent les Ouais. faire ramasser, donc ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des résidus de jardin, il y a juste l'herbe à poux. On ne la prend pas. Puis la renouée japonaise, là, qui est une plante envahissante, ça, c'est pas accepté non plus. Je ne connais pas celle-là. Je sais pas de quoi elle a Si l'air. vous voulez voir de quoi ça a l'air, Ouais. peut-être taper sur Internet. À là. la petite rivière, il y en a beaucoup. Oui? OK, Dans sérieux? certains secteurs, oui. OK, je vais aller voir ça sérieusement. Au niveau là, des matières acceptées, donc papier, carton, Ouais. je voulais peut-être parler un petit peu des sacs. Oui, effectivement, on en Donc, a différents échantillons. Oui, là, c'est ici. ça. J'ai amené quelques échantillons de sacs. Donc, pour le bac brun, tout ce qu'on prend, c'est des sacs en papier et du papier journal. Donc, tout autre Pas de type plastique. de sac n'est pas accepté. Donc, des sacs en papier, j'en ai amené quelques exemples ici, là, de sacs au sol, donc des doublures pour Ouais. bac de Ça, on peut cuisine. trouver ça dans les succursales, différents magasins. Oui, il y en c'est a dans les talent. supermarchés, les Quand même pas donné, quincailleries. là, mais... Oui, c'est sûr que ceux-là, sacs au sol, c'est vraiment une marque particulière, puis sont plus résistants, sont doublés, sont un peu plus chers. Mais tu sais, un sac en papier normal va être moins résistant, par contre. Ouais. Il va durer moins longtemps, mais il peut fonctionner. Vous pouvez réutiliser vos sacs... Commerciaux? Oui, commerciaux, là, il n'y OK. a aucun problème. Ouais, Tim Hortons, McDonald's, vous avez un sac en papier. C'est à peu près le format de la petite boîte brune ou le petit bac brun que petit tu bac peux de avoir cuisine. dans la maison. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Il y a des plus gros formats de sacs aussi OK, ouais. qu'on peut acheter, c'est peut-être au niveau commercial. Nous, à la MRC, c'est ça qu'on prend pour les papiers à main, pour les salles de bain. Donc, on prend ces sacs-là. Donc, c'est sûr que pour
Les commerces, c'est possible aussi d'avoir des sacs. Il y a des plus gros formats aussi là, OK. de sacs au sol. Là. Il y a vraiment quand même une bonne variété de Mais types une de des sacs. craintes des gens qui ont un bac brun chez eux, ils se disent, bon, il y a des odeurs, il y a des verres, il y a toutes sortes de choses, là. Je dis, ça lui fait lever le cœur un peu, là. Il y a des Oui. trucs quand même, là. Oui, c'est sûr qu'il y a des trucs pour les bacs. Je vais juste finir avec les sacs qui ne sont pas acceptés. Plastique. Il y a beaucoup de gens qui en achètent des sacs, c'est écrit compostable, ils en vendent beaucoup dans les épiceries, on en voit partout, mais ces sacs-là sont en plastique et ils ne sont pas acceptés, nous, au centre de compostage. Donc, il ne faut pas les utiliser. Par contre, le bac bleu, si on les met tous dans un sac... Pas ceux-là, Pas ceux-là aussi. parce qu'ils sont compostables. Ah. On va venir contaminer nos matières plastiques. Et qu'est-ce qui arrive, par exemple, s'il y a un sac comme ça qui se ramasse au set de dépôt, ils retirent le sac, qu'est-ce qu'ils font avec ce qui n'est pas accepté? Bien, c'est sûr que ça va être tamisé en bout de ligne parce qu'il ne se dégradera pas au complet. Donc, puis ce qui est plate, c'est que ça peut partir au vent aussi. Donc, c'est un centre de compostage extérieur. Donc, tout ce qui est rejet, on essaie d'en enlever une partie, mais ce qui n'est pas enlevé peut partir au vent. OK. Mais en bout de ligne, ce qui reste dans le compost va être tamisé là, par un tamiseur. Fait que c'est sûr qu'il ne se retrouvera pas dans le produit final, OK. mais ça va être une nuisance là, au centre de compostage. Puis, ça va réduire la rapidité du processus aussi de compostage. Alors, on les met où, ces sacs-là? Bien, ceux-là, Poubelle? si vous en avez, les prenez comme sac à déchets, là, parce que nous, on ne les prend pas OK. Bon. dans le compost. Il faut regarder, à un moment donné aussi. Il faut Oui, être c'est ça. Mais tu sais, consciencieux, c'est écrit dessus. Accepté dans la plupart des collectes municipales, mais pas. Pas dans la région. On n'est pas dans Bon. les plupart, nous. OK. Mais comme tu parlais un petit peu des nuisances au niveau du bac, là, au niveau des odeurs, ben, quand tu utilises des sacs, ça va aider, ou du papier journal. Donc, tu emballes tes matières qui peuvent produire plus d'odeur, ta viande, ton poisson. Ouais. Donc, quand tu as des restes alimentaires, tu peux les mettre dans une boule de papier journal. Comme ça va aider à réduire les odeurs. C'est sûr que tu peux saupoudrer de bicarbonate de soude aussi tes matières. Bon, La petite vache, oui, vache. c'est bon pour tout, ça. vache. Faire du ménage avec ça, tout ça, le bac brun, partout. OK. C'est sûr qu'on suggère vraiment fortement de mettre son bac brun à l'ombre. Hein? Ouais, On ne le met aussi. pas en plein soleil. C'est sûr que les matières dans le bac au soleil, Du plastique, ça réchauffe. ça va faire ça va dégager plus d'odeur à ce Vous moment-là. allez voir que le compost, ça fonctionne. Vous allez voir du compost dans votre C'est bac. vivant, c'est ce vrai. compost. hein? C'est vivant, le compost. C'est ça. ouais. Puis de mettre son bac à toutes les collectes aussi. Ouais. Tu sais, même s'il n'est pas plein, vous avez un fond, ça passe à toutes les semaines, mettez-le à toutes les semaines. Ben oui, Comme ça, faut vous allez prendre de chance, éviter des sinon, problèmes. on augmente la capacité ou la possibilité de troubles, Ben oui, c'est ça. Donc, quand de désagréments. on le met à toutes les semaines, là, on réduit beaucoup. J'espère que c'est clair pour vous à la maison. Le bac brun, là, on en a fait le tour. Oui, On reviendra pour le bac bleu. oui, Parce plus tard. qu'effectivement, il faut apprendre à départager effectivement qu'est-ce qu'on y met ou on n'y met pas. Oui. Très important. Tout ça dans le but, c'est d'arriver à zéro déchet. Isabelle Tremblay, merci. Ça me fait plaisir. De retour avec Guillaume Néron. On parle cette fois-ci coop de l'affluent, mais en même temps, cabane à sucre. Printemps s'en vient, mesdames et messieurs. Vous allez voir. Restez à l'écoute. Bienvenue. On est de retour avec Guillaume Néron. Cette fois-ci, on parle de cabane à sucre. La sucrerie, quand le printemps s'en vient, Ça sent on le va, printemps. comme on dit, se sucrer le bec. Oui, oui. Quoique, on a eu un réchauffement de la température ces derniers temps. Ça a fondu un peu, mais pas assez pour faire couler les érables. Là. En fait, pour le moment, là, non. Là, mais ça peut venir. Hein. On a déjà vu les érables couler à la fin février. Là. Oui, mais finalement, ça prend un peu tout le monde au dépourvu. Toutes les personnes qui s'occupent effectivement de récupérer l'eau d'érable comme telle. Absolument, oui. Puis nous, dans notre contexte, au domaine Allégorie, on travaille avec la coopérative de l'arbre qui fait toute la transformation acéricole, dans le fond. Ils font aussi également de la béticulture, c'est du sirop de bouleau sur place. Fait que la coop, l'affluent, on s'occupe plus de tout ce qui est événementiel, les festivités autour des sucres. Étant donné que c'est le printemps et les mêmes arbres coulent en même temps, je veux dire, les deux se ramassent en même temps. Bouleau et érable, ça? Non, ça suit en fait. Il y a une petite période de chevauchement, mais c'est l'érable qui débute. Puis par la suite, là, au mois de mai, on va tomber plus dans la période du bouleau. OK. Est-ce qu'ils utilisent la même instrumentation? La les coop tubulures, utilise- tout ce qu'il y en est, là? Il y a deux types de tubulures qu'ils utilisent pour faire la récolte, en fait. OK. C'est une tubulure beaucoup plus fine pour ce qui est du boulot sur place, mais ils seraient encore mieux placés que moi pour vous en parler. Ben, avec on va les détails. inviter. Donc, cabane à sucre, c'est un retour parce que je pense que vous aviez lancé ça l'an dernier. Elle existait depuis longtemps, la cabane à sucre. On parle ici de Petite-Rivière, au Mont-Allégorie, Ouais. qui est la coop de l'affluent, dans lequel le secteur vous êtes installé depuis 3 ans maintenant. Oui, à peu près exactement, c'est ça.
Donc, l'an dernier, on a lancé plus qu'est-ce qui était festivité. Il y avait déjà de la production viticole qui se faisait avec la coop de l'Arbre sur place. Et là, ils ont démarré, en fait, la production de sirop d'érable. Et donc, avec cette production-là aussi, on a lancé tout ce qui est volet événementiel, festivités, temps des sucres, là, tout ce qui est culturel, patrimoine vivant. Eux autres récupèrent, font tout le travail, puis vous autres, vous servez le résultat de tout ça. Entre autres, mais il y a d'autres volets, un autre volet de travail qui est différent, qui est complémentaire. Là, c'est ça. Fait que tout ce qui est préparation cuisine, dans le fond, fête des sucres, animation sur place, service des repas, c'est nous autres qui s'occupons de ça, en fait. On fait aussi la fabrication de la tire d'érable. Il y a quelques éléments qu'on se garde et de l'interprétation aussi acéricole sur l'événement des sucres, sur les lieux. Il y a combien d'entailles? Parce que ce qui me semble, c'est une assez grosse érablière. Ça reste, somme toute, une petite érablière artisanale. En fait, il y a autour de près de 2000, un peu moins de 2000 entailles. Juste ça? Ça, on dit que c'est petit à 2000. Je pensais que c'était 500. Dans le sens, ça reste une bonne, mais il y a des gens qui ont des érablières maison là, chez eux sur leur terrain, puis qui vont jusqu'à 2, 3, 400, 500 entailles. Là, fait que ça peut... ça, c'est très artisanal. Et en Beauce ou dans certains secteurs, on a des érablières à 45 000, 50 000, 60 000 entailles. Ouais, là, on est dans... C'est industriel rendu là. Oui, exactement. Effectivement. On reste dans l'artisanat. En fait, si on veut aller à la cabane à sucre du Mont-Liguori, il faut réserver. Là. Il faut prendre rendez-vous parce qu'on ne se présente pas là comme au restaurant. C'est une place de libre, je m'assois. Là. Exactement. Dans le fond, cette année, la cabane va être ouverte du 12 mars au 3 mai. Essentiellement les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Donc, fermé le lundi, mardi. Et c'est sur réservation. Il y a 3 repas par jour en moyenne. Il y en a des fois jusqu'à 4 là, pendant les fins de semaine. On a une formule vraiment... On peut quasiment déjeuner, bruncher. On se ramasse avec un taux de sucre très élevé. Ceux qui n'ont pas peur, c'est ça, d'avoir le taux de sucre trop élevé ou on s'entend, ça reste de la nourriture de cabane à sucre. Fait que c'est ça, c'est essentiellement ça. On travaille essentiellement avec les producteurs de la région. C'est comme l'année dernière, mais là, on va augmenter un petit peu aussi cette apport-là, en fait, cette valorisation-là des produits du terroir. Fait que on peut penser, entre autres, aux viandes biologiques de Charlevoix, charcuterie charlevoisienne, à la bordée de Corneille, qui fournit en partie aux légumes, Jardin du Centre. Fait qu'on essaie vraiment d'offrir un produit qui est 100% charlevoisien. Et chacun son pain, j'en passe. Là, on est moins dans le menu folklorique. On reste dans un menu traditionnel, mais qu'on dit revalorisé. Fait qu'on va retravailler encore cette année. On ajoute des éléments dans le menu, mais l'objectif, c'est quand même de faire vivre cette tradition-là. Fait qu'on reste dans un menu traditionnel. C'est juste qu'on prend des produits de qualité qui sont offerts par nos producteurs ici, puis on a la chance d'avoir vraiment de grandes possibilités. Fait qu'il n'y a aucune raison, en fait, qu'on n'emploie pas ces produits-là. OK. Qui dit cabane à sucre dit dégustation de tir sur la neige, là, je veux dire. Admettons, là, c'est le week-end, il fait beau, on se dit, tiens, je m'en vais à la cabane à sucre, tiens, je m'en vais à la coop de l'affluent, à la cabane à sucre de la coop. De fil en aiguille, j'ai pas de réservation, je peux-tu déguster de la tire sur la neige? Il y a moyen de faire ça. C'est arrivé quelques fois l'année dernière. Donc, les gens, en fait, comment ça fonctionne au domaine Aligori, là? La cabane, c'est l'authentique cabane à sucre du domaine Aligori. Fait que les gens se présentent au café du domaine, qui est l'accueil, la réception, la petite maison blanche là, à l'entrée. Sympathique comme café, puis ils servent des bons cafés, cappuccino, allongé, tout ce qu'il y en a. Je prends toute une thématique aussi pendant la période des sucres, donc des cafés latte à l'érable. Il y a toute une boutique aussi de produits de l'érable sur place pendant la période des sucres. Donc, c'est ça, sur place, les gens peuvent aller aux heures de service de la tire. C'est affiché sur place et peuvent, juste consommer une tire d'érable sur neige après une petite randonnée. Là, oui, parce qu'il y a des sentiers. On a accès aux sentiers, effectivement, au Mont-Liguori. Ça fait que tu peux aller faire une randonnée. Ils sont raquettes, les sentiers, j'imagine? Oui, sentier de raquettes, là, présentement, c'est sûr qu'on est dans un sentier de raquettes. C'est des sentiers qui sont quand même mixtes, fait qu'on peut y aller en raquette l'hiver ou à pied l'été. C'est dans l'ancien verger, là. Oui, ancien verger, zone d'érablière, puis en montant vers l'ascension du Mont-Liguori par l'Ancestral. L'Ancestral. Il y a un beau petit sentier qui s'appelle le Forestier, si ma mémoire est bonne, puis qui t'amène à des belles petites chutes, un petit promontoire. C'est bon à savoir. Ouais, vraiment beau comme secteur. C'est pas long comme circuit, mais c'est juste agréable. Vous recevez des groupes de combien, la cabane?
À la cabane, dans le fond, ça reste une petite cabane à sucre, somme toute. Là. On va jusqu'à 50 personnes, 50 places assises. En fait, des fois, on étire, on déborde un petit peu, mais on essaie de rester à ça. Tous les repas sont animés par des musiciens traditionnels. Donc, les repas du jour, on a souvent plus un instrument, un musicien ou 2 musiciens qui vont jouer soit de l'accordéon, du violon. Puis le soir, on a des fois des veillées musicales là, avec des bands, des groupes un peu plus complets là, qui vont faire prendre le party dans la cabane. Là. Y a-t-il de l'alcool là-bas? Il y a un service, en fait, qui sert vraiment essentiellement, c'est dans la vocation. Qui dit party, tu sais. Campagne de financement, en fait, qui sert vraiment à la mise en valeur du domaine d'Algorie avec le comité de mise en valeur qui s'occupe plus justement essentiellement de tout le volet protection du patrimoine, mise en valeur des bâtiments historiques du site. OK. Et patrimoine vivant. Ouais. Patrimoine vivant comme tel. Donc, on s'en va là, on mange, on est accompagné de musique. Oui. On goûte aux produits du terroir. Comme tu disais, c'est artisanal. Combien de monde qu'on disait, grosso modo? Une cinquantaine de personnes sur place. Cinquantaine de personnes sur place, ouais. Comme tel. Exact. Est-ce que c'est des menus à la carte ou c'est, exemple, un forfait qui comprend là, le 4 services, exemple, ou c'est un menu, on y va à la carte dessus? C'est pas un menu à la carte, c'est vraiment une formule tout compris, en fait. Donc, c'est des plats chauds à partager qui sont servis sur les tables en 3 services. Donc, en entrant, on a toujours un service de soupe, en fait, avec pain. Puis par la suite, on a l'ensemble, tout le déroulement du menu qui arrive sur les tables. On partage ça avec les gens à notre table. C'est à volonté, en fait. Donc, les gens peuvent en redemander tant qu'ils ont faim. Puis ensuite, on a un service de dessert, toujours un choix de 3 desserts avant le service de tir. Puis par la suite, les gens qui sont intéressés à visiter les installations, bien, peuvent le faire là, directement. Tu les oreilles de Chris? Il y a ça. Les fameuses oreilles de Chris. Sûrement, j'espère. Et on a aussi un petit côté aspect pour les gens qui ne mangent pas de viande. Il y a une option aussi sans viande à la cabane à sucre qui sort un petit peu plus de la tradition. Mais on joue avec également avec le sirop d'érable, puis on essaie de se coller un peu au plat traditionnel, mais en offrant cette possibilité-là pour les gens qui ne mangent pas de viande. Écoutez, puis il y a des gens de l'extérieur, les nouveaux arrivants pourraient aller à l'auberge parce qu'ils ont une auberge. Absolument. Combien de chambres dans l'auberge? C'est une petite auberge, hein? On parle de c'est 3 chambres privées, 2 dortoirs en fait, et il y a aussi des unités de prêt à camper. Là, on a une yourte qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes aussi sur le site. Donc au total, on pourrait accueillir combien de monde? Là, en tout et partout, ça va à peu près jusqu'à une 25 personnes qui peuvent résider là, sur le site. Et c'est populaire, j'ai essayé de réserver, puis c'était vendu, sold out. Il y a déjà des réservations là, pour la période des sucres. Il y a déjà des gens qui sont venus à la cabane l'année dernière, ceux qui viennent plus de l'extérieur puis qui veulent revivre cette expérience-là. Parce qu'on est vraiment, tu sais, c'est ça reste familier, c'est pas une grosse cabane à sucre, c'est pas une usine, là. On reste dans le familier, puis c'est une expérience assez authentique. C'est très différent parce que moi, quand j'étais plus jeune, on allait dans les cabanes dites familiales. On mettait nos bottes de caoutchouc, c'était tiré par un cheval avec le traîneau, hein, ou bien la motoneige après ça. Puis on allait boire l'eau d'érable, effectivement, même les contenants, les chaudières. Les chaudières. Et puis on se graissait un peu avec la suie, tu sais, je veux dire, il y avait toute cette vie-là. Quand je suis arrivé à Montréal, à un moment donné, j'étais avec une station de radio. Cabane à sucre soirée, puis parfait. Puis là, je mets mes bottes de caoutchouc, ma chemise à carreaux, dedans. Pour m'en aller à la dite cabane à sucre, parce qu'on avait un endroit réservé, j'arrive là. Hey, c'est la cafétéria, les tables en veux-tu en là, plein de monde, tout le monde en habit cravate ou quasiment en robe de soirée. C'est ça votre cabane à sucre? Je suis jamais retourné. Le monde ne sait pas qu'est-ce qui manque. C'est sûr que nous, on reste, c'est pas non plus la cabane artisanale au sens de petite cabane familiale, mais on essaie d'être à échelle humaine, vraiment dans un contexte beaucoup plus familier ou dans l'authenticité de la chose qui est la période des sucres. C'est pas caricatural. Des fois, on dirait que c'est un peu exagéré, là, le carotté, puis les gigs, là. C'est pas caricatural. Là. Je veux dire, on reste dans un aspect de tradition, c'est sûr, mais non, c'est pas dans le folklore à tout prix, là. Non, c'est certain. Mais c'est sûr que oui, il y a un petit peu de carotté quand même dans nos. Oui, mais c'est pas exagéré. Mais non, on n'est pas dans l'exagération de ça. L'idée, c'est la fête. C'est un événement où c'est beaucoup des familles, des gens qui se regroupent, qui viennent ensemble, qui viennent profiter de ce moment-là. Il y a eu énormément de gens de Charlevoix, des entreprises, tout ça, qui sont venus l'année dernière, mais on a aussi des gens de l'extérieur, des gens qui avaient l'habitude aussi d'aller dans d'autres cabanes, qui ont découvert celle-là, puis qui font. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Il y en a 2, 3 cabanes à sucre, est-ce que je sais? Cabane à sucre commerciale, je pense, avec licence, on est la seule.
comme tel. Il y a d'autres, mais par contre, il y a d'autres cabanes à sucre là, qui font des petits services aussi, qui offrent des services chez Tremblay, Parce que entre dans autres. Charlevoix, on peut pas dire qu'il y en a plusieurs au total. Là. Des cabanes à sucre comme ça, là, de cette façon-là commerciale, je pense que maintenant, en tout cas dans Charlevoix, on est la seule. Sinon, il y avait côté de Clermont, l'érablière la de Malbaie. Boisé à Saint-Siméon. Ah, c'est Je pense qu'ils sont plus dans la transformation et la production de produits maintenant, qu'ils ne sont pas vraiment dans l'événementiel puis dans OK. les repas de sucre. On commence à être un peu au nord aussi pour ce qui est cabane à sucre. On est vraiment dans la Saint-Siméon. limite de la nordicité, on va dire, pour ce qui est de l'érable, pour que l'érable à sucre puisse grandir, je crois. Mais dans la baie, il y a vraiment quand même des populations d'érables là, très denses et fortes dans certains secteurs. La baie de Petite-Rivière, dans le secteur, c'est un des secteurs où il y en a le plus dans Charlevoix, dans le fond. D'où les magnifiques couleurs aussi pendant la période d'automne dans ce secteur-là. C'est un classique, c'est un classique. La coop de l'affluent, bientôt vous allez avoir un gros voisin, là, le Club Med. Oui. Comment ça va parce que là, ils sont en construction, puis tout ça, je veux dire, les relations sont bonnes, ça va bien? Oui, dans le fond, nous, on continue de faire le développement de la coopérative. On n'a pas trop de, au sens où on n'a pas nécessairement de contact direct. Là, que le MED est en développement dans ses activités, puis nous, on est dans les nôtres. Là. Sur le site, on travaille certaines collaborations avec Massif, en fait, de Charlevoix. Parce qu'il faut comprendre, ça, il y a l'hôtel, tout ça, mais il y a tous les projets aussi de la montagne là, en parallèle. Là. Le camp de base qui s'en vient, plus il y a beaucoup de vélos de montagne, parce que la montagne va ouvrir annuellement. 4 saisons, oui. 4 saisons. Puis en même temps, la beauté, c'est que vous êtes collés. Donc, s'ils veulent vivre autre chose que l'offre dite généralisée du Club Med, bon, juste à côté voisin, ils ont d'autres choses. Là. C'est sûr qu'on vend, c'est de l'authenticité, hein? C'est que ça reste quelque chose de connecté vraiment avec le milieu qui est enraciné, puis c'est ça, on n'est pas gêné de tout ça. Nous, on est vraiment fiers du produit qu'on offre. Fait que c'est dans cette direction-là qu'on va continuer dans les prochaines années. C'est 2 poids, 2 mesures, puis je pense qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Je veux dire, c'est totalement différent. Ça fait que les gens qui vont venir de l'extérieur, admettons qu'ils viennent, je sais pas moi, du Brésil ou de l'Europe ou autre, qui veulent vivre typiquement le québécois. L'authentique. L'authentique. L'expérience authentique, hein, je L'authentique, pense que c'est de plus en plus à la mode. Génial. Donc, on réserve. Y a-t-il un numéro de téléphone? Oui, on appelle à la coopérative, dans le fond, au 418-632-5653. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur le site web de la coop, l'affluent.com. Il y a des informations là, qui sont là ou sur les réseaux sociaux. À découvrir, mesdames et messieurs. Guillaume, merci. Merci, ça m'a fait plaisir. Allez donc vous sucrer le bec, ça s'en vient très bientôt. Réservez, ça vaut la peine et c'est fort agréable. De toute façon, le sirop d'érable est recherché partout dans le monde. On en a ici. Hein? Restez à l'écoute pour la conclusion de cette émission. Cette fois-ci, on va faire le tour de nos invités avec le coup de cœur, mesdames et messieurs. Alors, comme à l'habitude, on fait le tour de nos invités pour connaître leur coup de cœur, qui en général représente quelque chose de Charlevoix. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui, eux, sont effectivement très enclins à nous le partager. Alors, c'est ça qui est fort intéressant et qui sait, on découvrira peut-être des nouvelles choses. Mathieu, on va commencer avec toi. Bien, Herman, dans un contexte de nouveaux arrivants, moi, j'ai décidé de prendre un argument que nous, on utilise, qui est le Mousse Café. Le Mousse Café qui est ici à Maison-Mère, qui est vraiment une coopérative familiale. Donc, pour nous, qui des fois, qui vendons la région, souvent, on fait affaire avec des jeunes familles. C'est un argument de vente qui est très intéressant, très pertinent. Puis c'est aussi très bon. Souvent, on vient dîner ici là, dans le cadre de nos séjours. Donc, vraiment, mon coup de cœur aujourd'hui, ça va être le Mousse Café. Puis le café est excellent. Et c'est très... Il y a du dynamisme dans la place. Absolument, absolument. Ça bouge. Là. Absolument. Pour nous, donner Toutes générations confondues. Pour nous, dans des séjours exploratoires, amener les gens là, c'est une belle expérience. C'est vraiment intéressant. Puis ça démontre qu'il y a une préoccupation pour les jeunes familles. Puis les gens aussi, souvent, ils arrivent ici, des jeunes familles, ils ne connaissent pas beaucoup de gens. Moi, je leur dis, allez au Mousse Café, va-t'en au Mousse Café. Tu vas voir, même s'il n'y a pas d'activité, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des jeunes mères. Donc, moi, souvent, je pousse les gens à y aller le plus possible. Là, donc, vraiment, là, félicitations au Mousse fondateur. Café. Puis d'ailleurs, l'entreprise est bien reconnue parce qu'au Gala Charlevoix reconnaît, je pense qu'ils ont gagné un autre prix. Là, je ne me souviens plus dans quelle catégorie, mais quand on va là, il y en a 3, 4. Là. Ils les collectionnent. Ils ont le talent. Ils ont le talent. Guillaume? Eh bien, moi, j'ai envie de parler en fait d'un organisme avec qui, une artiste avec qui on travaille là, souvent au domaine allégorie. On a tenu quelques ateliers. C'est assez récent, là, qui est en activité dans la Terrière de Chloé Desnouveaux, qui est un atelier de poterie situé à Saint-Urbain, avec qui on collabore là, des fois pour faire des projets
au domaine. Donc, c'est un service vraiment très personnalisé, très adapté. S'il y en a qui veulent apprendre à faire de la poterie ou... Est-ce que c'est plus des œuvres d'art qu'elle fait ou c'est comme, je ne sais pas moi, un set de vaisselle? Elle est vraiment dans la transmission de la connaissance, Chloé Desnouveaux. Donc, c'est une belle façon d'apprendre là, cet art-là là, qui est de millénaires. Alors, vous, régulièrement, elle vient donner des ateliers à l'école? On a eu quelques ateliers, là, entre autres à l'automne, quand on a fait notre petit événement, la soirée des lueurs, là, qui remplaçait les lueurs. Et on en a tenu une autre familiale là, de travail. À chaque fois, c'est un succès. Les gens adorent, en fait, ce qu'Audrey fait. Et elle est de Saint-Urbain? Oui. Donc, son atelier principal est là? Absolument. Génial. Elle s'appelle comment encore? Chloé Desnouveaux. Chloé Desnouveaux. Merci, Guillaume. Et Isabelle? Ben moi, je vais rester dans la continuité. Donc, dans le fond, c'est l'anneau de glace, là. L'anneau de glace. De Baie-Saint-Paul. Une belle initiative de la ville. Donc, c'est tout nouveau comme anneau, ça. Oui, ben, ça a commencé cet hiver, finalement. Là. Donc, il y a quand même le sentier de raquettes. On peut marcher aussi à pied sur la piste cyclable, mais l'anneau de glace, ça, c'est vraiment intéressant. Là, avec une famille, il y a aussi la patinoire pour le hockey, là, mais au moins, on peut faire du patinage libre à l'extérieur de la patinoire. Fait que les joueurs peuvent jouer au hockey sa patinoire et les familles. TVCO les était gens. sur place lors du lancement et ça a donné des belles images quand on regarde ça. C'était une belle initiative. Ouais. Je pense que ça vient même d'un conseiller municipal qui était à l'origine de tout ça ici pour en faire un lieu familial. Oui, non, c'est vraiment intéressant. L'anneau de glace. Bien, merci. Alors voilà, ça termine. Messieurs, madame, merci pour vous être déplacés sur ce plateau. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur nos ondes à TVCO. Entre-temps, si vous voulez voir ou revoir l'ensemble de nos productions, on vous invite à aller consulter notre site Internet tvcotv.com. Alors, vous allez retrouver l'ensemble des productions de TVCO comme tel, maintenant en haute définition et sur le nouveau canal 706. Puis étant donné qu'on a fait de la nouveauté en 2020, alors n'oubliez pas le tirage. Il y a 12 500 $ de prix à gagner pour un petit 10 $. Vous avez une chance sur 3 000. Fort agréable et les chances, effectivement, que vous puissiez vous mériter un prix sont très élevées par le fait même. Puis si le prix ne vous intéresse pas, c'est monnayable. Donc, on peut l'échanger contre une valeur monétaire comme telle. Alors, il n'y a personne qui y perd. On n'est pas obligé de prendre le prix comme tel. Alors voilà, ça termine cette émission. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'être là. Merci d'écouter TVCO. Puis en même temps, si vous voulez voir autre chose, il y a toujours notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt. À la prochaine. Au revoir.